après une vision un peu générale, quoique très spécialisée parfois, de ce vieillissement, dans cette deuxième partie, interviendront le professeur Serratrice, puis le docteur Françoise Forette, qui vont centrer leurs explications et leurs exposés sur le cerveau. Professeur Serratrice, je vous demanderai d'aller au pupitre. Le message que je voudrais faire passer est double. D'une part, expliquer le titre, qui était singularité du vieillissement cérébral. Autrement dit, je voudrais indiquer que c'est le vieillissement cérébral, je ne dirais pas normal, mais commun à tout le monde et, comme vous le verrez, extrêmement divergent. Et puis, ce qui vous intéresse au fond peut-être le plus, ce sont les troubles et les difficultés de cette fonction extraordinaire qui est la mémoire et qui sous-tend même les fonctions cognitives. Et c'est peut-être là-dessus que j'insisterai le plus rapidement possible. Alors, auparavant, après toutes les notions qui ont été indiquées ce matin, je voudrais simplement corriger quelques erreurs communes. En particulier, une erreur commune est de considérer le cerveau comme un organe immuable, et on voit écrit souvent que c'est ce qu'on appelle post-mitotique, c'est-à-dire qu'une fois en place, il ne bouge plus et qu'on perd 100 000 neurones par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fantaisiste, d'autant que vous verrez combien de milliards de neurones il existe. Actuellement, on estime qu'il s'agit surtout d'un organe très plastique, c'est-à-dire soumis à diverses modalités évolutives, en particulier des connexions, des neurones silencieux qui se mettent à parler, etc., etc., une dérépression génomique, et que le cerveau, en définitive, du sujet âgé est de morphologie variable. Certes, dans les grandes maladies cérébrales dont on parlera tout à l'heure, les sillons, il existe une atrophie des sillons corticaux, une grande atrophie des ventricules, mais on connaît des centenaires qui avaient un système nerveux normal, en définitive, et qui sont morts d'une autre maladie. L'autre notion sur ce que je voudrais simplement signaler est l'importance effectivement des synapses, c'est-à-dire des communications entre les nerfs, disons, qui là alors est l'objet de quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire les synapses sont formées avant la naissance, et il s'agit de transmission évidemment électrique et chimique, avec environ une connexion avec plus de 100 milliards de neurones, le chiffre est impressionnant, mais avec les contacts synaptiques, alors là ce sont 1 million de milliards de contacts synaptiques, c'est absolument extraordinaire, qui sont à la base de ce qu'on a pu appeler la dynamique de la pensée. Et puis deuxième phénomène très curieux, c'est que jusqu'à l'adolescence, entre la naissance et l'adolescence, se produit une destruction, un équilibre, une destruction progressive, une mise en place d'un nombre considérable de neurones. C'est la sélection à grande vitesse que vous voyez imaginer ici, et qui fait que la capacité synaptique diminue de 50%. Alors je n'insiste absolument pas sur cette image pour rappeler, non, tout a été dit par mes prédécesseurs. Je voudrais simplement indiquer que les anomalies cérébrales apparaissent dans un contexte très particulier. Vous voyez ici ce qu'on a appelé l'isolement sensoriel, etc., mais qui n'est pas du tout constant, puisqu'il ne porte que sur 50% des sujets. Deux notions peut-être importantes, c'est la diminution de l'odorat avec l'âge, parce que l'odorat est une fonction en définitive très importante. L'odorat est vulnérable, il y a beaucoup de gènes chez l'animal, mais beaucoup moins chez l'homme. Et chez le sujet âgé, il y a souvent une lenteur de reconnaissance, et on connaît les incendies qui ne sont pas aperçus, les explosions de gaz aux États-Unis, etc., etc., et la précocité de cette atteinte dans certaines maladies cérébrales. D'autre part, il existe une sarcopénie, c'est-à-dire une perte de la masse musculaire, et comme vous le voyez, des oscillations posturales qui rejoignent chez le sujet très âgé à peu près ce qu'on voit chez le petit enfant. Des facteurs individuels aggravants, je n'en parlerai pas. Vous en parlerez, je crois, cet après-midi, tous les échecs de la société moderne, la baisse de l'image de soi,
perte de la capacité de séduire, etc., etc., y compris les maladies associées et la fragilité, on en a déjà parlé. Je voudrais insister sur le fait que le cerveau âgé n'est pas toujours uniforme. D'abord, morphologiquement, l'atrophie n'est pas absolument constante. Du point de vue histologique, là oui, il y a des lésions qui sont fréquentes, c'est-à-dire une diminution de ces synapses dont je viens de parler, des accumulations de pigments, des lacunes, des images d'angiopathie amyloïde, et puis ce dont on va parler dans un instant, la présence dans le cerveau en plus ou moins grand nombre de plaques séniles avec le dépôt de substances amyloïdes et de dégénérescence neurofibrillaire avec des protéines très particulières, la protéine Tau et l'ubiquitine. Du point de vue du débit cérébral, il n'est pas très modifié avec l'âge, sauf une sorte de perte de débit dans le lobe frontal. Nous verrons l'importance du lobe frontal qui, en définitive, est assez fragile avec l'âge. La consommation d'oxygène, du glucose est à peu près normale. Du point de vue neurochimique, il y a des quantités de modifications, en particulier de la choline acétyltransférase frontotemporale, mais enfin, ça c'est un peu compliqué. En revanche, du point de vue imagerie, il peut y avoir des images très particulières, c'est-à-dire ici l'atrophie des deux hippocampes, qui sont, comme je vais vous le dire, un des vestibules de la mémoire, ou au contraire une atrophie très, très poussée dans une maladie d'Alzheimer, ou bien des lésions qu'on aperçoit quelquefois et pour lesquelles on s'inquiète en sortant d'un cabinet de radiologique, qui sont ces images de leucoradiose qui n'ont pas une signification en soi si elles sont isolées, ou alors de petites lacunes cérébrales. Excusez-moi, professeur Serratrice, leucoarayose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que la leucoarayose ? Qu'est-ce que la leucoarayose ? C'est un mot un peu compliqué qui signifie des dépôts, des petites anomalies de la substance blanche et non pas de la substance grise du cerveau. Si vous voyez ça sur votre compte rendu, ça n'a de valeur que si vraiment vous avez une maladie constituée, mais enfin, je n'ai jamais fait ça, mais vraisemblablement j'ai une leucoarayose. Le sommeil du cerveau âgé est également atteint, en particulier une insomnie qui est plus importante chez l'homme, mais plus exprimée chez la femme, comme souvent les femmes se plaignent plus que l'homme. Le sommeil est discontinu, et c'est surtout dans les catégories du sommeil, si vous voulez, comme vous le voyez ici par rapport à un jeune sujet, le sommeil lent et profond, c'est-à-dire les stades 3 et 4 du sommeil qui sont précocement altérés, avec une déstabilisation de ce qui est en noir, c'est-à-dire le sommeil paradoxal, pour lequel, vous le savez, certains gènes précoces, ZIF en particulier, jouent de façon très importante pour la consolidation des souvenirs dans la deuxième partie de la nuit, et puis dans les expériences de caméra à positons, on s'aperçoit que c'est surtout le cortex visuel qui fonctionne, si vous voulez, dans le sommeil et qui est vraisemblablement à l'origine des rêves, et en particulier, il y a une corrélation entre les rêves érotiques et peut-être cette accumulation dans la partie postérieure du cerveau. La sénescence, c'est une évidence, mais enfin, elle a une expression variable. Et il serait faux de considérer que tous les sujets âgés ont une démence sénile inéluctable. Deux extrêmes, un capital intellectuel inchangé avec des acquisitions possibles, des créativités. Et vous voyez là Chateaubriand écrivant à plus de 70 ans La vie de Rancé, Verdi, Stravinsky, etc. Je n'insiste pas. Et l'autre extrême, c'est évidemment la sénescence pathologique, qui est quelquefois insensible, parce que c'est ce qu'on appelle quelquefois la calme sagesse de l'âge. Les pans de la façade subsistent, mais combien de réunions j'ai eues avec des personnes qui avaient une maladie de la mémoire évoluée, mais qui finissaient par ne pas être repérées dans l'assistance parce qu'ils parlaient du beau temps, de la politique, c'est toujours comme ça, etc., etc. Autrement dit, on peut soutenir parfaitement une conversation avec un dément. Et puis alors, entre les deux, un déclin cognitif modéré, alors qui est celui qui n'est pas constant, mais qui existe quand même, avec
difficulté surtout dans l'attention soutenue, petite difficulté à trouver un mot, et puis une altération de ce qu'on appelle la flacidité comportementale. Alors avant d'aborder la mémoire à proprement parler, je voudrais indiquer que les fonctions cognitives de base sont également variables. L'attention est plus ou moins diminuée, je n'ai pas le temps d'insister sur les interférences, sur les contacts, etc. La logique également, il y a un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information qui est possible mais qui n'est pas constante. La motivation également, la conation qui est une force qui porte vers l'effort, peuvent être diminuées, mais pas toujours. Ainsi, Vlaminck, qui avait toujours peint dans une mode fauviste, pardon, excusez-moi, s'était mis à plus de 80 ans à peindre des ciels d'orage et avait totalement abandonné parce que c'était quelque chose de nouveau pour lui. Et puis, il y a également toute une série de modifications possibles de fonctions visuo-spatiales sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister. En revanche, le langage parlé et le langage écrit sont très influencés parce qu'il n'y a pas de règle générale certainement, mais il peut y avoir un manque du mot, une réduction, une mauvaise utilisation des stratégies, etc., un ralentissement de certaines boucles phonologiques et puis une compréhension plus ou moins ralentie, ça c'est important, du mot lu. On dit, mais je n'en suis pas persuadé, que les sujets âgés parleraient 4 fois plus que les sujets jeunes. Peut-être qu'on me contredira, je ne mangerai pas. Mais l'étude de l'écriture est très importante en pratique. Voici une écriture de démence évoluée. Et au contraire, vous savez qu'on peut faire le diagnostic de maladie, ou évoquer le diagnostic de maladie de Parkinson sur ce qu'on appelle la micrographie, c'est-à-dire l'abaissement, si vous voulez, de la hauteur de l'écriture à la fin des phrases, et ça c'est très important. Mais tous les centenaires n'ont pas des troubles d'écriture. Voici l'écriture, la difficulté à écrire d'un grand chirurgien marseillais qui était devenu centenaire. Il écrivait d'abord normalement, puis après avec l'âge ça diminue un petit peu, et puis là il commençait à donner l'explication, c'était dû à ses troubles visuels, et à la fin il faisait écrire par son fils. Alors, je vais insister là, avec le temps qui me reste, sur ce qu'on peut appeler le vieillissement individuel mnésique et les dissociations de la mémoire. La mémoire est un phénomène tout à fait extraordinaire qui sous-tend l'activité du système nerveux, mais qui n'est pas univoque. En effet, la mémoire est faite de composantes distinctes, indépendantes, comme je l'ai déjà dit, des fonctions cognitives, et inégalement préservées avec l'âge, ou dans lequel le traitement de l'information et de l'attention est très différent selon les cas. Vous avez pu voir dans des journaux d'été cette petite image où on dit tester, c'est illisible d'ailleurs, tester, avez-vous de la mémoire, c'est ça? Alors, en fait, ce petit dessin paraît idiot, mais pas du tout, parce qu'il y a 7 chaises, et il faut reconnaître la chaise qui a été retournée. Alors ça caractérise ce qu'on appelle la mémoire ultra courte, parce qu'il y a des mémoires à court terme et à long terme. Alors la mémoire à court terme est peu modifiée avec l'âge, mais cette mémoire ultra courte qui permet de se souvenir de ce qu'on dit, là je me souviens de ce que j'ai dit avant et de ce que je vais dire après, est une mémoire très très importante, et elle comporte la rétention de à peu près 7 items. Au-delà, il y a un effet de récence, c'est-à-dire que par exemple pour les numéros de téléphone, eh bien, si on les répète, si on dit quelque chose après, eh bien, ou un autre chiffre, après on ne sait plus son numéro de téléphone, et ça c'est courant, et c'est réduit justement par des épreuves interférentes, par exemple par une dame qui vous donne un numéro de téléphone et qui veut après faire un saut de politesse, etc., etc. Alors la véritable mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle quelquefois la mémoire de travail, c'est un travail temporaire qui dure quelques minutes et qui va manipuler l'information sans stockage véritable, mais qui nécessite un effort d'attention et qui va justement transmettre à ce qu'on va appeler l'administrateur central, c'est-à-dire le lobe frontal, la mémoire qui sera à long terme.
Je voudrais ouvrir une parenthèse et un livre dont je vous recommande la lecture s'appelle Le cerveau de Mozart par le Chevalier. Il raconte une histoire très particulière. Mozart, à 14 ans, est amené à son père, malgré les interdits, à la chapelle Sixtine. On joue le Miserere d'Allegri. Il écoute bien que les voix soient très monotones, qu'on éteigne petit à petit la lumière, et quelques minutes après, il est capable de tout reconstituer. Et pour l'expliquer, un Anglais qui s'appelle Bedley a apporté la notion de buffer, mettons, d'accumulateur, si vous voulez, épisodique, c'est-à-dire d'intégration progressive des informations, une espèce de travail, au fond, qui retient les informations pendant quelques minutes, avant soit de les éliminer, soit de passer dans la mémoire à long terme. Mais alors, il y a effectivement une difficulté avec l'âge fonctionnel de cet administrateur central. Et nous arrivons ici à la mémoire à long terme, dont les capacités, on le voit d'ailleurs sur ce dessin un peu naïf qui appartient à l'université La Sapienza à Rome, qui a été fait par Andrea Bassi, de la complexité naïve avec laquelle à l'époque on voyait la mémoire. Eh bien, c'est tout à fait exact. En effet, les capacités seront illimitées, 100 milliards de neurones, je vous rappelle. Ici, ça n'est plus transitoire, mais non transitoire, c'est-à-dire 2 minutes ou des années, avec véritablement modification de l'anatomie cérébrale. Et cette mémoire va donc porter à long terme sur les faits récents, c'est-à-dire le dîner de la veille, mettons. C'est riche en détails, mais c'est fragile. Et sur les souvenirs anciens, qui sont à cette fois consolidés. C'est la loi de Ribot qui avait déterminé qui avait admis ces modifications dès le XVIIIe siècle, et qui disait également que la mémoire était... certains aspects de mémoire étaient pathologiques chez l'homme, mais pas chez la femme. C'est la date de mariage. Si une femme ne se souvient pas de sa date de mariage, c'est anormal. Si c'est un homme, c'est normal. Et on a reproduit alors, avec des expériences de potentialisation à long terme, justement la plasticité et l'efficacité plus ou moins importante des synapses dont j'avais parlé il y a un petit moment. Les étapes d'entrée dans la mémoire à long terme, eh bien, c'est évident, c'est-à-dire il y a d'abord un encodage et une mémorisation dans des réseaux associatifs multiples, une mémoire très particulière sur laquelle on a insisté récemment, qui est la mémoire perceptive, c'est-à-dire qu'on stocke dans le lobe occipital, qui est, comme vous le savez, le lobe de la vision, des perceptions, avant même leur signification, c'est-à-dire en ce moment, je suis en train de regarder notre interlocutrice sans savoir encore qui elle est, et ça s'enregistre dans ma mémoire, et puis après on me dira mais c'est madame la directrice, etc., etc. Elle peut être, cet encodage peut être automatique ou volontaire, par cœur, etc., et dans des conditions diverses qui sont aussi bien affectives, des expériences intenses qui peuvent remonter au baccalauréat, des rencontres, etc., etc., ou alors sémantique, mémoire sémantique, qui est un classement des objets et des événements et des idées. Et puis après, il y a la conservation ou le stockage. Alors cette conservation ou stockage et la consolidation dans le cerveau d'engrammes, la navigation des réseaux multiples, des remaniements permanents avec les expériences nouvelles sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister. Suivante, s'il vous plaît. Et après les entrées, il y a évidemment la sortie. Alors la sortie, c'est évident, c'est l'utilisation des informations stockées. Alors il y a des rappels involontaires et une recherche volontaire. Les rappels involontaires sous-tendent, si vous voulez, quand on se promène dans la rue, le cours de la pensée, les associations d'idées, on voit diverses choses, vous n'avez qu'à les imaginer, je ne vais pas les détailler. Enfin, ça rappelle des souvenirs très différents. Très différente est la recherche volontaire. Alors il y a deux types de recherche volontaire. La recherche par reconnaissance. Alors ça, c'est courant, on le voit très souvent à la télévision. Si on demande au candidat qui a écrit Les Misérables, est-ce que c'est Bernard Kouchner, est-ce que c'est l'abbé Pierre, est-ce que c'est Victor Hugo, il hésite, fait appel à un joker, et puis après, on lui dit c'est
c'est Victor Hugo, alors là c'est un triomphe, etc. Ça c'est la reconnaissance qui en définitive est plus facile que l'évocation. L'évocation demande une recherche organisée avec vraiment une incertitude de reconstitution du souvenir. Et au risque de perdre une demi-minute, je voudrais vous rappeler deux lectures qui sont très très importantes en matière de mémoire. Garcia Marquez écrit dans sa vie en Colombie, « La vie n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. » Et puis Kundera dit également, « L'homme est séparé du passé par la mémoire qui transforme. Derrière le mince liseré de l'incontestable, par exemple la bataille de Waterloo, s'étend l'espace infini de l'approximatif, de l'inventé, etc., etc. » Et ça, c'est bien vrai. Alors, encore trois lectures, si vous le permettez, vous verrez pourquoi. Proust, évidemment, dès que j'ai reconnu le goût du morceau de Madeleine, etc., etc. Paul Valéry, qui écrit dans ses cahiers, on ne se souvient pas des axes élémentaires de la main ou des jambes, et en fait, Descartes avait décrit ça beaucoup mieux il y a bien longtemps. Il disait, un joueur de lutte a par habitude une partie de sa mémoire dans ses mains et une autre intellectuelle qui dépend de l'âme. Alors il y a donc deux mémoires différentes. D'abord ce qu'on appelle les mémoires explicites, c'est-à-dire déclaratives, conscientes, savoir que, savoir dire, etc., etc., qui sont, comme je l'ai dit à l'instant, soit épisodiques, soit sémantiques. Épisodiques, eh bien, c'est tous les événements, agréables ou non, que vous avez pu faire dans votre vie, de vacances, etc., etc. La mémoire sémantique, c'est la connaissance générale, ce que l'on sait, se souvenir, le fruit d'une recherche, les tests de vocabulaire. Là, alors, chez le sujet âgé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plus facile, de ce qu'on appelle bottom ou top-down, il est plus facile de partir d'un mot et d'arriver à sa définition que de partir de la définition et d'arriver à un mot, autrement dit, entre le dictionnaire et la reconnaissance. Voici un exemple de mémoire implicite qui, en principe, n'est pas altéré avec l'âge. Et ce vieux vigneron a toujours, toute sa vie, sur ce tableau de Mocat, su déboucher une bouteille, et il le saura toujours. Ce sont les habiletés acquises, lasser ses chaussures, on sait comment on fait, on n'oublie même pas, même si on a une grave maladie de la mémoire, sauf l'apprentissage procédural qui est plus long avec l'âge et qui nécessite une sorte d'entraînement et d'évolution vers l'automatisation sur laquelle je n'insiste pas. Alors, un peu d'anatomie. Vous savez qu'il y a un petit organe qu'on a à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et vous m'accorderez que la forme de l'hippocampe ressemble à celle du petit animal marin. Alors, on a pu dire que l'hippocampe était le vestibule de la mémoire de travail en partie, c'est-à-dire qu'il transformait la trace des messages reçus pendant une période limitée, parce qu'il va transférer après à la corticité cérébrale ce qu'il a enregistré. Et alors, on en a des quantités de preuves sur lesquelles je n'insiste pas, et notamment sur les cartes cognitives spatiales. Et on a remarqué en particulier que les chauffeurs de taxi londoniens qui avaient d'énormes problèmes pour connaître tous les noms des petites rues, eh bien ceux qui gagnaient ces concours qu'on leur faisait passer, eh bien ils avaient des hippocampes sur les IRM plus gros que leurs concurrents. Je vous le livre comme je l'ai lu, je n'ai pas la preuve. De toute façon, l'hippocampe envoie plus d'1 million de fibres dans ce qu'on appelle un circuit fermé, le circuit de Papez. Je vous n'impose pas la lecture qui est aride, mais si vous voulez, ça part de l'hippocampe et puis ça passe par diverses formations du cerveau et ça revient à l'hippocampe. C'est donc un circuit hippocampique et c'est très important quand le circuit de Papez tombe en panne, comme un véritable circuit électrique. C'est à l'origine de ce qu'on appelle les amnésies, les ictus amnésiques, où on perd la mémoire pendant quelques heures, ou des grandes amnésies venant de l'hippocampe, le syndrome de Korsakov, décrit en Russie à l'époque, ou ce sur quoi on insiste beaucoup en ce moment, les encéphalites limbiques. Alors, après
après ce séjour, eh bien, après ce passage du moins, tout va se stocker dans le cortex, et en particulier dans le cortex frontal, avec des épisodes successifs dont je ne vous impose pas la description, en particulier le support microscopique qui a été dû à Eric Kandel, qui a eu le prix Nobel pour ça. Ensuite, un support moléculaire avec des cascades complexes, amorçage, etc., etc. Et enfin, des régulations géniques avec, comme toujours, des activateurs et puis des répresseurs et tardivement des vagues successives. Dernier 2 minutes, très bien. Les derniers points sont importants puisqu'ils concernent, vous avez tous lu ce remarquable petit ouvrage de Louis Borges qui s'appelle Funès ou la mémoire, où il parle de quelqu'un qui, après un accident de cheval, se souvenait malheureusement de tout, c'est-à-dire qu'il savait qu'à telle époque, sur le Rio Negro, il avait vu des vagues qui, quelques secondes après, avaient été devenues une eau plate, etc., etc. Et ce pauvre Funès était très handicapé par cette impossibilité d'oubli. Et il est évident qu'il y a des oublis indispensables. Par exemple, en venant de Marseille à Saint-Tropez, il serait fâcheux que je me souvienne de tous les feux rouges ou de toutes les plaques que j'ai aperçues. Il y a un oubli très spécial qui est l'oubli des noms propres. Je pourrais vous en dire quelques mots dans la discussion, ou alors les oublis restituables de la sénescence, avec justement chez un sujet jeune, un seul hippocampe suffit. Chez un sujet plus âgé, il lui faut ces 2 hippocampes pour se souvenir. Et là, nous arrivons à la différence entre l'oubli bénin et l'oubli malin. Et vous apercevez Alzheimer, dont on va parler dans un instant. Je voudrais, si j'ai encore 1 minute, eh bien, vous voyez dans tous les journaux, dans les journaux locaux, j'ai été frappé depuis une quinzaine de jours du nombre centenaire, qui d'ailleurs intéressait beaucoup à l'époque, puisque j'ai trouvé ce vieux mémoire sur un faux centenaire de Marseillais, sur lequel je n'ai pas le temps d'insister, non plus que sur ce Colombien qui dit avoir vécu pendant 167 ans, ce qui est très curieux, mais il existe, c'est évident, et vous en avez là la preuve, des macrobes, j'arrête les rigueurs, l'inverse des macrobes ne sont pas les microbes, mais sont les brachypes, qui ont une longévité extrême, et nous en avons un grand exemple avec ceux qui ont atteint 120 ans, et en effet, Mme Calment, à qui on a fait allusion il y a quelque temps, avec une énorme littérature, souvent très fantaisiste. On est même allé à déterminer les prénoms les plus fréquents, etc., etc. Je n'ai pas le temps d'y insister, de même que sur la haute activité de polyarribose. Voilà donc les conclusions. Les incidences sociales et économiques, vous en parlerez certainement mieux que moi cet après-midi.